Alors, pour le grand rendez-vous Mobile Business, aujourd'hui, évidemment, nous accueillons Jérôme Bouteiller, le fondateur, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Mais Jérôme n'est pas venu seul, il est accompagné de Frédéric Leclé. Bonjour Frédéric, vous êtes le directeur général délégué d'une fintech française, LifePay, et on va discuter ensemble de ce que vous faites dans ce domaine du paiement sur smartphone. Mais avant, je propose qu'on ait déjà un tour d'horizon de ce qui se passe avec les wallets. Jérôme, vous nous parlez là d'une montée en puissance de ces portefeuilles numériques, ces applications qui s'invitent de plus en plus dans nos smartphones et qui modifient finalement des usages au quotidien. Ah oui, tout à fait. Alors les wallets, on en avait déjà parlé sur ce plateau il y a 2 ans, plutôt sous l'angle des cartes de fidélité, mais tout comme les portefeuilles, ce sont des applications qui peuvent dématérialiser tous nos papiers. Alors on parle de cartes de paiement, donc de cartes de fidélité, de cartes de transport, pourquoi pas aussi de cartes vitales. Selon une étude réalisée par Gartner et Software Advice, aujourd'hui 30% des Français auraient désormais recours à ces applications, à ces mobile wallets. 90% des cas, c'est des usages bancaires, mais aussi 32% justement pour des tickets de transport et 28% pour des cartes de fidélité. Et qui sont les champions des wallets? Surprenez-moi, Jérôme. Alors, sans surprise, ce sont les géants du smartphone. On peut évidemment citer Apple, Google, mais également Samsung, qui a développé sa propre application native et qui domine mécaniquement ce marché naissant. À côté de ces géants, l'Europe compte également beaucoup de start-up, de champions régionaux. On peut mentionner Stockard, Bonial, Feedme, Fidol, Lydia et bien entendu Life, dont nous allons parler dans quelques instants. Ah, Life, et donc non Leaf. Exactement. Ok, désolé. Des entreprises en tout cas qui profitent d'une forte tendance à la dématérialisation. Alors ces derniers mois, on a parlé de WePub avec la dématérialisation des prospectus. On va voir aussi arriver en avril la dématérialisation des tickets de caisse et puis plus tard dans l'année des tickets de métro. Donc une vraie dynamique aujourd'hui autour du wallet. Est-ce que également ces applications sont utilisées par l'univers des cryptos? Oui, même si l'univers des cryptos traverse une crise profonde avec la faillite de FTX dont vous avez parlé, de nombreuses applications permettent aujourd'hui de gérer ces crypto-monnaies. On peut citer Coinbase, Zengo, Binance. Et on voit également des hardware wallets, c'est l'expression aujourd'hui consacrée, développée par les entreprises françaises comme Ledger, qui permettent de stocker non seulement des crypto-monnaies, mais qui s'intéressent aussi à d'autres crypto-actifs, les NFT, mais également, pourquoi pas demain, nos papiers d'identité. Donc là, on touche à d'un domaine souverain. Les autorités européennes, elles envisagent comment cette généralisation des wallets? Alors, ce sont des sujets qui intéressent énormément Thierry Breton, commissaire européen, ex-patron d'Atos. Et il a lancé un projet, le EU Digital ID Wallet, qui vise à l'horizon 2024 la création d'une véritable application souveraine pour stocker nos documents d'identité, mais également, pourquoi pas, les certificats médicaux sur le modèle démocratisé ces dernières années par tous anti-Covid pendant la crise sanitaire. Alors, l'idée, évidemment, on comprend, c'est de simplifier le quotidien des Européens pour toutes leurs démarches, mais également d'empêcher les GAFA de faire main basse sur nos papiers d'identité. On rappelle par exemple qu'aux États-Unis, Apple Wallet permet déjà de gérer les permis de conduire des Américains. Et selon une étude réalisée par Thales, 85% aujourd'hui de nos compatriotes se disent prêts à utiliser le portefeuille d'identité s'il était proposé par les autorités européennes. Et alors, quid des 15% restants? Faudra les convaincre. Ouais. Alors, on peut effectivement se poser la question, ce sont des technologies qui sont présentées comme un progrès pour simplifier notre quotidien, mais qui peuvent aussi susciter l'inquiétude des militants des libertés individuelles. Certains journalistes parlent même de cauchemar totalitaire, l'expression est très très forte, avec la crainte que les autorités puissent désactiver d'un seul clic nos papiers d'identité, nos titres de paiement, nos moyens de transport. Et c'est un cas de figure qui avait même été imaginé par des sénateurs pendant la crise Covid pour sanctionner les citoyens récalcitrants qui ne voulaient pas respecter la quarantaine. Donc que ce soit contrôlé par les géants du numérique ou par les autorités européennes, on le comprend que les wallets sont vraiment un sujet stratégique qui vont bien au-delà du marketing mobile. On rappelle que selon Juniper Research, on serait déjà à plus de 2 milliards sur Terre à utiliser ces applications, en grande partie en Chine. Et les projections seraient qu'on passe de 2 à 4 milliards dès la fin 2024. Donc le meilleur des mondes est peut-être déjà là. Le meilleur des mondes, faites référence au pire qui puisse arriver, qui avait été décrit avec brio par Addous Success, j'imagine. Exactement, oui. Frédéric Leclé, alors donc directeur général délégué de Life. On a un champion français, donc on a eu quand même quelques noms qui nous ont un peu surpris dans ce domaine des wallets. Comment vous vous positionnez ? Alors, Life est une fintech française. On a fêté nos 5 ans en mai 2022.
Notre mission est simplement de déployer des solutions qui, sur la base du wallet, permettent de simplifier l'expérience client en magasin et notamment au moment du passage en caisse. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous simplifiez cette expérience? On transforme votre portefeuille en un portefeuille numérique, en un wallet, dans lequel vous allez pouvoir regrouper et dématérialiser tout ce que vous utilisez lors du passage en caisse, bien sûr des cartes bancaires, des cartes de fidélité, des cartes restaurants, des cartes cadeaux, tickets de caisse, tickets CB, etc. Donc en cela, vous ne vous différenciez pas de l'offre de wallet qu'on connaît chez d'autres gros acteurs américains? Si on se différencie à ce titre que, d'abord pour repositionner, il y a deux grandes familles de wallets. Il y a les wallets qui utilisent la technologie sans contact pour payer, notamment les wallets américains, Apple Pay, Google Pay, mais aussi Samsung Pay. Et puis, il y a la technologie QR Code. Alors, pourquoi on a deux technologies? D'abord parce qu'il y a une sorte de concurrence déloyale dans le monde du sans-contact, puisque Apple bloque l'accès à son téléphone pour le paiement sans contact, ce qui fait que, finalement, sur les téléphones iPhone, il n'y a pas de concurrence à Apple Pay. Ce qui fait que dans l'autre partie du monde, en Asie, c'est la technologie QR Code qui finalement a pris son essor. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part de contourner cette contrainte imposée par Apple, mais également permet de diffuser des services beaucoup plus riches. Ce que je veux dire par là, et c'est ce que fait l'AFP, c'est que plutôt que de simplement payer, comme vous le faites avec votre iPhone quand vous faites un paiement Apple Pay, le paiement par QR Code peut embarquer non seulement le paiement, mais l'utilisation de vos coupons, également l'utilisation de votre carte de fidélité, la dématérialisation du ticket de caisse. Donc c'est beaucoup plus englobant et plus riche qu'un paiement sans contact. On parlait d'expérience client. L'idée, c'est de faire bien plus que du paiement lorsqu'on arrive en point de vente? Exactement. Le premier point, effectivement, est de reconnaître que l'expérience client souffre d'un certain nombre d'irritants. Le wallet permet d'en adresser deux. Le premier, c'est l'attente en caisse, puisque c'est le premier irritant qui remonte dans toutes les études consommateurs. Le deuxième irritant, pour le faire simple, c'est trop de cartes, trop de tickets dans les poches. Donc le wallet permet tout d'abord d'aller faire ses courses, les poches vides. Enfin, bientôt, il n'y aura plus de tickets en plus. Alors, bientôt, à partir d'avril 2023. Donc, effectivement, c'est dans cette tendance de dématérialisation que le wallet, avant tout, permet de dématérialiser le moyen de paiement, mais dans la continuité, permet de dématérialiser le ticket de caisse. Ça permet d'accélérer le passage en caisse, puisque là où j'avais et des cartes et des tickets à présenter, je vais pouvoir simplifier mon passage en caisse par la simple utilisation d'un QR code. Et ça permet également, de manière un petit peu plus ambitieuse, de proposer aux consommateurs, via une solution qu'on appelle Scan & Go, de scanner ces produits et de les payer en toute autonomie, et donc de s'affranchir du passage en caisse. Donc on n'améliore plus le passage en caisse, on le supprime. Il y a du coup symétriquement une réflexion sur l'expérience employée. C'est aussi des applications qui transforment aujourd'hui la façon de vendre des produits en magasin. Effectivement, cette évolution autour des applications et du smartphone et donc du wallet permet d'abord d'améliorer l'expérience client. Et ça, je pense que c'est important, l'améliorer, simplifier, accélérer. Ça permet également de proposer des parcours alternatifs, c'est-à-dire d'éviter cet entonnoir en ligne de caisse pour proposer pour les plus Donc pour les commerçants, en fait, ça a un impact direct pour les commerçants. Exactement, ça a un impact pour les commerçants. Ça permet également d'adresser les évolutions réglementaires, puisque pour supprimer les tickets de caisse, il faut pouvoir les loger dans un contenant numérique. Le wallet en est un. Et donc, il y a une mouvance générale qui est adoptée par le consommateur et adoptée par le commerçant. Et si on prend l'exemple concret d'un restaurant ? Alors, dans le restaurant, là aussi, le moment le plus irritant est l'attente au moment de payer à la fin de votre déjeuner. Vais-je être à l'heure à mon rendez-vous de 14h ? Alors, grâce au wallet et grâce aux technologies QR code, en l'occurrence, on va pouvoir accéder à l'addition en scannant un QR code qui est apposé sur la table ou sur l'addition. Et je vais pouvoir payer traditionnellement, c'est-à-dire la totalité. Je vais pouvoir partager avec différents convives. Je vais pouvoir utiliser différents moyens de paiement comme la carte restaurant, la carte bancaire. Et donc, je vais m'affranchir de l'attente, de l'addition, du serveur, du TPE, enfin, ce que vous connaissez aujourd'hui. Pareil dans un parking, on peut payer son parking de la même façon ? C'était l'annonce d'hier. Alors, un parking, effectivement, vous avez un ticket, papier, encore. Je peux le perdre, il faut que je m'arrête à l'entrée, il faut que je m'arrête à la sortie. Avec le wallet... Après, il y a de plus en plus de parkings qui fonctionnent simplement avec entrée-sortie en carte bancaire.
Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut s'arrêter à l'entrée, à la sortie. Certes. La simplification qu'apporte le wallet, c'est que je vais pouvoir renseigner ma plaque minéralogique dans mon wallet et je vais donc pouvoir entrer et sortir sans m'arrêter. Et je vais pouvoir payer mon parking automatiquement avec le moyen de paiement que j'ai mis dans mon wallet. Donc, comme le disait Jérôme, ça nous permet de parler de l'actualité live, puisque nous avons annoncé le déploiement de ce service dans tous les parkings Parcus de Strasbourg hier. Très bien. Une nouveauté. On a beaucoup parlé de paiement dans ce secteur des wallets. C'est un marché qui s'est quand même pas mal consolidé ces dernières années. On voit les difficultés qu'ont pu rencontrer Litchi, Pupkin. C'est quoi la dynamique aujourd'hui? C'est à la consolidation des wallets dans des super apps? Alors avant tout, il faut dire que l'année 2022 a été assez chahutée au niveau des fintech pour différentes raisons. Après l'hypercroissance, c'est plus la recherche de rentabilité qui prime. La force de Live, c'est la diversité des services qui sont proposés à ses utilisateurs, par opposition à des démarches monoservices de certains de nos concurrents. La diversité des services permet une diversité de modèles économiques qui, par ailleurs, a cette particularité chez nous, chez Life, d'être biface, c'est-à-dire qu'il s'adresse et aux consommateurs et aux professionnels. Alors, je posais la question tout à l'heure à Jérôme sur les cryptos. Est-ce que vous autorisez, par exemple, les paiements en crypto? Alors, tout d'abord, les cryptos ont apporté de l'eau au moulin du wallet pour la bonne et simple raison que c'est un contenu digital et qui doit donc être stocké dans un wallet. Oui. Donc mécaniquement, la crypto va avec le wallet et tu en as cité un certain nombre. L'AFP a vocation à dématérialiser les moyens de paiement les plus utilisés. Donc on dématérialise les cartes bancaires, les cartes restaurants, les cartes cadeaux. Très prochainement, on va intégrer le virement instantané. En ce qui concerne les cryptos, c'est d'abord pas tout à fait considéré comme un moyen de paiement largement répandu, d'une part. D'autre part, c'est pas un moyen de paiement qui bénéficie de l'encadrement du régulateur. Nous travaillons avec les grandes banques et les grands acteurs du paiement qui, eux aussi, tels que nous le sommes, sont régulés. Et donc, ça requiert prudence et évidemment prise de responsabilité. Et à ce titre-là, et comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, nous n'intégrons pas les cryptos parce qu'on voit bien que le sujet reste risqué. Ça pose encore trop de questions réglementaires. Trop de questions réglementaires et trop de risques aussi. Et de questions de sécurité. Et d'ailleurs, la question de la sécurité, c'est majeur. Est-ce que le QR code, c'est aussi fiable que le système de paiement sans contact? Absolument. Alors, il faut également dire que le QR code est la technologie de paiement la plus utilisée dans le monde, puisque de l'ordre de 2 milliards d'utilisateurs en Asie l'utilisent. Et donc, ça apporte exactement le même niveau de sécurité que le sans contact. C'est un QR code d'ailleurs classique ou c'est une nouvelle génération de QR code? Ce sont des QR codes qui sont assez avancés. D'abord, si vous prenez le temps de regarder le QR code l'AFP, vous verrez qu'il change toutes les 10 secondes, puisqu'il embarque un certain nombre d'éléments sécuritaires. Donc, la réutilisation d'un QR code est impossible. Et puis, c'est des QR codes qui s'enrichissent également de votre téléphone, d'un certain nombre de particularités de votre téléphone. Donc, vous ne pouvez pas reproduire mon QR code sur votre téléphone. Bref. Oui. Évidemment, tout ça a été largement creusé et largement encadré. Jérôme, oui. Oui, cette réflexion des autorités européennes pour aussi pouvoir embarquer des papiers d'identité, voire des papiers de santé dans un wallet, c'est un sujet aussi qui est étudié par Live? Alors d'abord, c'est le sens de l'histoire, puisqu'il y a des projets qui consistent à proposer une déclinaison numérique de votre identité pour, là aussi, pouvoir sortir sans permis de conduire, sans carte vitale, sans papier d'identité. Ce sont des projets qui sont nécessaires. Ce sont des projets qui sont forcément indispensables aussi eu égard au projet de passeport européen d'identité numérique qu'évoquait en anglais tout à l'heure Jérôme. Que vous voyez arriver comme plutôt une bonne nouvelle ou comme un concurrent? Alors, à ce stade, c'est un petit peu tôt pour le dire. D'abord parce que là aussi, l'adoption telle qu'on le mentionnait, alors France Connect, qui est première prémisse en la matière qui permet de centraliser l'authentification pour les services publics a bénéficié d'une adoption majeure puisqu'on a 14 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mais c'est assez simple d'encadrement. Quand on va parler d'identité numérique, on voit
le champ d'application qui est assez flou finalement, ou en tout cas quelles pourraient en être les dérives. Et donc, est-ce que cette identité numérique va bénéficier de la même adoption ou d'un petit peu plus de réserve? Donc, tout reste à voir. Mais quoi qu'il advienne, c'est le sens de l'histoire. Mais il y aura la place, vous pensez, pour plusieurs solutions encore, une fois que ce portefeuille numérique européen sera installé? Alors, premièrement, je pense que c'est important d'installer un portefeuille numérique européen pour recréer une souveraineté en la matière, là où aujourd'hui, les principaux acteurs sont américains ou asiatiques. Oui. C'est vrai dans l'identité, mais c'est vrai avant l'identité dans le paiement. Et dans le paiement, il y a des grands projets en la matière, comme EPI, je dirais soutenu par les grandes banques françaises, mais aussi le projet d'euro numérique qui va avec son wallet, qui lui est motivé par la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à l'échelle des initiatives domestiques, puisque l'AFP est probablement la solution la plus avancée en France, et il y a d'autres initiatives comparables dans les autres pays européens. Et tout ça a vocation à converger vers quelque chose de, en tout cas, interopérable, voire plus. Mais vous participez aujourd'hui aux discussions, à la construction de ce wallet européen? Alors, il n'a pas commencé. Et vous allez? Parce que je crois que les appels d'offres, eux, ont commencé. On va tout faire pour. Donc tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Au sur les appels d'offres. Non, parce que je sais qu'ils ont été ouverts. D'accord. Oui, et Thales, Atos, sont tous déjà en embuscade, mais il y a effectivement la place. Mais aujourd'hui, c'est possible encore d'y participer. Naturellement. Et notre priorité, notre cœur de métier, et donc là où on va prioritairement s'investir, c'est bien dans le paiement plus que dans l'identité, qui a un volet un petit peu plus souverain et donc forcément plus contraint. Merci beaucoup Frédéric Leclé de LifePay et Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr. On part pour une petite pause et juste après, je proposerai une autre interview. On va s'intéresser à cette plaie des dark data.